La Société archéologique du Midi de la France est fondée le 2 juin 1831 dans les salons du marquis de Castellane, où 12 amateurs se joignent à Dumège et au marquis. Seule existe, en France, en province, la Société des antiquaires de Normandie, qui est une copie des sociétés anglaises connues en exil par les aristocrates normands. La création toulousaine répond à une difficulté parfaitement identifiée: comment faire connaître et sauvegarder un patrimoine qui est en train de disparaître après les ravages de la Révolution. Il faut aussi se souvenir qu'il n'existe nulle part de recherche et d'enseignement de l'histoire locale, qu'il n'y a pas de législation archéologique contraignante, le propriétaire d'un terrain pouvant vendre les objets mis au jour. À Paris se créent de nombreuses institutions de mémoire voulues par Guizot. À Toulouse, en 1831, Dumège, inspecteur des antiquités, se souvient des difficultés qu'il a rencontrées lorsqu'il a voulu obtenir pour le musée les marbres mis au jour à Martre-Tolosane en 1826 sur le site d'une villa impériale. Le terrain avait rendu fortuitement une série extraordinaire de portraits impériaux, de copies de chefs-d'œuvre, de reliefs à la gloire d'Hercule. Dumège a parfaitement compris la nécessité d'un corps savant, d'un centre d'information, de coordination qui recense les découvertes et qui soit surtout capable d'intervenir auprès des autorités, préfets, maires, etc. Il est donc, à 50 ans, le personnage essentiel de cette société. Il publie pour autant beaucoup à l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, dans de très nombreux travaux de librairie. Son érudition est étrange vue d'aujourd'hui. Ingénieur militaire de formation, il a communié à tous les mythes archéologiques et souffre dans ses écrits de sincérité successive qui pose problème. Il est l'homme passion de l'histoire du Midi. Le marquis de Castellane, 70 ans, ancien militaire, marié à Toulouse, est passé par l'exil anglais. C'est un collectionneur venu au Moyen-Âge par la littérature et le dessin. Dans la ville, il est l'homme d'influence pour tout ce qui concerne les arts. Autour d'eux, des propriétaires, souvent nobles, des magistrats, des militaires, des journalistes hommes de lettres, mais peu d'ecclésiastiques ou d'universitaires, une société académique, mais peu de savants stricto sensu. Pour autant, sans savants, la société publie passablement sur 4 décennies 9 gros volumes de mémoires, soit plus de 3700 pages in quarto, de nombreuses planches lithographiées, et les débuts sont pleins d'allants. Jusqu'à la mort de Castellane en 1845, suit une période plus somnolente et une vive reprise à la fin du Second Empire avec l'arrivée d'une jeune génération, celle d'Émile Cardaillac, qui impose la publication d'un bulletin en parallèle avec les mémoires. De l'Antiquité à la Renaissance sont étudiés des villes, des monuments, des objets, mais aussi des textes littéraires, le plus souvent sous forme monographique, illustrés les premières années de superbes planches lithographiques. On a oublié l'effet de surprise qu'offraient, pour les contemporains, les vues de Carcassonne, d'Aigues-Mortes, alors place militaire, ou les tours de Foix restaurées. La Société, à côté de ses études, mena en 1840-1842 une campagne de fouilles à Martre, achetant parcelle de terrain après parcelle pour obtenir l'ensemble de la villa de Chiragan, aujourd'hui classée monument historique. Le siège de la Société n'est pas l'hôtel de Castellane, c'est le musée qui partage ses locaux, l'ancien couvent des Augustins, avec l'école des Beaux-Arts. Elle y a sa salle, sa bibliothèque, ses propres collections dans la salle des séances et sa préoccupation première est l'enrichissement du musée.
Elle mène des achats spectaculaires, comme des bustes antiques venus du Forum de Béziers ou le crucifix du cardinal Gaudin, mais rate évidemment quelques opportunités, comme les extraordinaires boiseries Renaissance du palais épiscopal de Mirepoix, aujourd'hui à l'Écosse. Avec le conseil d'une commission, Dumège réorganise la présentation des sculptures dans les cloîtres, auxquelles il adjoint les effigies des grands hommes du Midi. On connaît assez bien ces mises en espace grâce à de belles planches des voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France publiées par le baron Taylor. La Société a d'ailleurs joué un rôle d'intermédiaire pour la réalisation de ces 4 superbes volumes, un chef-d'œuvre absolu de l'édition romantique. La réussite éclatante a failli capoter par la faute d'un escroc de grande qualité, Théodore Crétin. Ce dernier dit avoir découvert sur un site romain à Nérac des reliefs et des inscriptions à la gloire de Tétricus, éphémère empereur des Gaules aux 3/4 du IIIe siècle. Enfin, un empereur méridional. Tétricus est né à Bordeaux. On ne le connaît que par quelques médailles. Crétin exhume ensuite, en grand mystère, un bas-relief intact représentant le triomphe des Tétricus, père et fils, doté de nombreuses inscriptions. Les savants, d'abord les Parisiens, dénoncent la supercherie qui est très sensible dans l'épigraphie. Mais Mérimée, inspecteur général des monuments historiques à Tours et à Toulouse, est dubitatif, plutôt favorable dans un premier temps. Crétin est accusé de vol. Il se défend avec véhémence, il n'a rien volé, il a fabriqué lui-même le relief qui est un faux. Et voilà la Société, comme l'Académie de Bordeaux, ridiculisée et décrédibilisée. On oublie toujours qu'un faux vient satisfaire une attente. Castellane et Dumège, tant bien que mal, surent faire front avec ténacité et élégance. Passé l'orage, la Société, qui s'était fixé un programme démesuré, voit avec intérêt de nouvelles sociétés se créer entre 1833 et 1836, Narbonne, Montpellier, Béziers, Carcassonne, Rodez. Les publications savantes sont très amplement relayées par la presse locale, toutes couleurs politiques confondues, et par une réécriture facile dans les magazines locaux qui plagient le magasin pittoresque. Le tout dans un climat méridionaliste qui anticipe sur la revendication des faits libres et des Occitans à la fin du XIXe et dans la deuxième moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, vous allez me dire, alors qu'existent les centres de recherche des universités, le CNRS, les services régionaux de l'archéologie, l'INRAP, une législation sur les fouilles qui donne à l'État toute sa responsabilité, on pourrait sourire d'une société qui termine le deuxième siècle de son existence en la remerciant simplement d'avoir suppléé les carences d'autrefois, d'avoir sauvegardé nombre de monuments et d'avoir fait une pédagogie du regard pour des monuments qui étaient considérés comme misérables. En 2024, la Société, qui fait se rencontrer chercheurs, enseignants, conservateurs et professionnels du patrimoine, voit pourtant son avenir grand ouvert.